Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour un nouvel update. C'est le deuxième avec ma lecture de février. Si vous me suivez en vlog ou que vous avez vu ma palle de février, vous savez qu'il y a beaucoup de livres jeunesse, d'une centaine de pages en moyenne dans cette palle. L'objectif c'est d'en lire un par jour et donc ça fait beaucoup de livres à lire et beaucoup d'updates une fois qu'ils sont lus. Mais voilà, je vais avancer dans ces livres que j'ai lus pour vous les présenter dans cet update. C'était pas très français, mais on y va quand même. Le premier pour aujourd'hui, c'est Alice le risque, le tome 3, Opération Moustache du désert, de Jennifer Bull et de Alice Likens. C'est illustré par Pauline Duhamel. J'aime beaucoup cette saga, vraiment. Dans cette saga, au global, on suit Alice, une jeune orpheline qui, au début du tome 1, découvre que ses parents appartenaient à la Super. Donc super, c'est un acronyme, un acronyme, bref, qui veut dire autre chose, la société ultra protectrice des espèces rares, voilà ce que ça veut dire. Donc elle découvre que ses parents faisaient partie de cette société secrète qui a pour but de former des agents pour aller secourir des animaux, aider des animaux, retrouver des animaux, enfin... Voilà, ça tourne autour des animaux rares, des espèces en voie de disparition, des espèces menacées, des animaux qui sont braconnés, etc. Et donc, au début du tome 1, on lui propose de rejoindre cette société et évidemment, elle va accepter. Et dans chacun des tomes, on suit une des missions qui lui sont confiées et qu'elle doit réaliser. En fait, elle a pour binôme Hattie, un rat musaraigne à trompe, voilà. Et donc dans ce tome-ci, alors qu'Hattie est en vacances, Alice est contactée pour enquêter sur des animaux disparus. Il y a plusieurs animaux de plusieurs espèces différentes qui ont été a priori enlevés. C'est très bizarre à dire pour des animaux, mais en gros, ils ont disparu du jour au lendemain. On est dans une société qui a développé une technologie qui leur permet de parler aux animaux, donc les animaux peuvent leur expliquer ce qu'ils ont vu, etc. Et donc, on sait que les animaux ont disparu. Alice va être envoyée sur place. Il se trouve que Hattie n'est pas très loin. Il est en vacances, mais il n'est pas très loin. Donc ils se rejoignent sur place pour enquêter sur ces disparitions d'animaux. Ils se rendent compte que c'est des animaux principalement qui sont braconnés. Soit ils sont enlevés quand ils sont petits pour être domestiqués et genre ça va être des éléphants où on va monter sur leur dos, ce genre de choses, ou des... Vous voyez ce que je veux dire. Ou alors c'est à l'inverse pour leur défense ou pour leur pelage ou pour... Voilà, il y a plusieurs espèces comme ça qui sont enlevées. Et donc Alice va chercher avec Hattie au milieu du désert. Franchement j'ai beaucoup aimé, j'adore cette saga. C'est une aventure menée par une petite fille. Tu peux lire ça en mode c'est léger, c'est cool, c'est fun. Il y a un peu de suspense là, en mode où sont les animaux, est-ce qu'ils vont y arriver, est-ce qu'ils vont les retrouver, qui sont les gentils, qui sont les méchants, etc. Et puis il y a aussi toute une réflexion sur le traitement des animaux par les humains, la protection, l'aide qu'on peut apporter en tant qu'humain au lieu de braconner les gens, enfin les animaux, tu vois. Enfin bref, tout ce qui va être question des espèces en voie de disparition, des espèces menacées par l'homme, par d'autres espèces, enfin je trouve ça hyper intéressant, c'est vraiment cool. Ici c'est illustré, je vais essayer de vous montrer sans vous spoiler. Voilà, on a ce genre de grandes illustrations, on en a aussi des plus petites, comme ça par exemple. Vous voyez, franchement j'adore, je trouve ça hyper cool. Je sais pas s'il y a un tome 4, mais dépôt légal septembre 2021 pour ce tome 3, et j'ai pas l'impression qu'il y ait eu un tome 4. C'est dommage parce que franchement j'adore cette saga. Faut que je me renseigne parce que peut-être que je me trompe, mais moi je vous conseille en tout cas cette saga, je la trouve géniale. Le livre suivant, c'était un des 4 gros livres que j'avais mis dans cette palle, et donc c'est Maple Hills, le tome 1, Icebreaker de Hannah Grace, c'est ça. Et j'ai abandonné ce livre à 200 pages, 201 pages, parce que ça ne va pas. C'est une romance, mais pour moi, c'est mal construit. Dès le départ, ça part mal sur des bases vraiment pas solides. C'est vraiment bancal dès le départ. Et j'ai déjà lu beaucoup de romances érotiques avec des scènes de sexe explicites, etc. J'ai pas de problème en soi avec la scène de sexe, ou les scènes de sexe en l'occurrence ici, mais la manière dont les personnages réagissent pendant ces scènes me dérange. Leur rapport à eux, les deux, hein, aussi bien l'homme que la fille, que la femme, le rapport que eux, personnages, ont avec le sexe, me dérange. Vraiment,
je trouve ça dérangeant, pas d'autres mots. Bref, ici on va rencontrer Nathan, il est le capitaine de l'équipe de hockey sur glace de l'université, et de l'autre côté on a Anastasia qui est danseuse, qui est patineuse artistique, pardon, elle patine en couple avec un homme qui est absolument horrible, vraiment. Mais j'y reviendrai. Et donc en gros il va y avoir un incident sur l'une des patinoires de l'université et ils vont être contraints tous les deux de partager la même patinoire. Normalement il y a une patinoire pour les entraînements de hockey, les matchs, etc. et une patinoire pour tous les patineurs, les patineuses artistiques, etc. Il n'y a pas que le couple de Anastasia et de son partenaire, il y a d'autres patineurs et patineuses qui s'entraînent sur cette même patinoire du patinage. Mais il y a un problème et donc le hockey et les patineurs artistiques doivent partager la même patinoire. Ce qui pose problème évidemment au niveau des plannings, au niveau des emplois du temps, au niveau des entraînements, enfin c'est compliqué. Principalement c'est les entraîneurs qui vont se mettre d'accord et planifier créer le planning de la patinoire pour dire qui y a accès quand, qui s'entraîne quand, les matchs à domicile, etc. Et nos deux personnages vont quand même décider d'échanger là-dessus. Voilà. C'est-à-dire que vraiment, ils se rencontrent, ils se connaissent pas, ils se sont jamais vus, ils échangent 3 mots, et à partir de là, tout le monde dit à Anastasia non mais tu devrais lui parler, c'est un mec bien, non mais quand même, c'est pas de sa faute, tu devrais aller le voir et puis tu devrais échanger avec lui. Mais pourquoi en fait? C'est bancal. C'est un mec qu'elle ne connaît pas, avec lequel elle n'a pas besoin de discuter pour le planning puisque c'est les entraîneurs qui s'occupent de ça. Elle n'a pas de lien avec lui, elle ne l'a jamais vu avant, elle ne lui a jamais parlé avant la réunion, à laquelle on leur annonce qu'ils vont devoir partager la patinoire. Enfin, je veux dire, franchement, il n'y a aucune raison que les deux personnages discutent, quoi. Et même lui, de son point de vue, en fait. Tout le monde part du principe que c'est la faute des hockeyeurs s'il y a eu un incident sur la patinoire. Il est capitaine de l'équipe, donc il est un peu responsable malgré tout, mais il a rien à le justifier à elle précisément, parce qu'en fait, il y a d'autres patineurs, il y a d'autres patineuses. Pourquoi à elle précisément? Enfin, vraiment, ce début d'histoire est bancal. Mais j'en avais parlé en vlog et à ce stade je me disais bon bah ça va, c'est un peu bancal le début mais c'est une romance sympathique, allons-y. Et puis ensuite nos deux personnages commencent à se rapprocher etc. Et vraiment le consentement. Le consentement c'est un problème pour moi dans ce livre là, c'est-à-dire qu'on fait du consentement quelque chose de risible et ça me dérange. Plusieurs fois l'homme, notamment Nathan, va demander à Anastasia si elle est d'accord, s'il peut aller plus loin, s'il peut continuer. Jusque là, j'ai pas de problème. Mon problème, c'est qu'il s'en sert pour un petit peu prendre le dessus sur elle. C'est-à-dire qu'en gros, on est dans une situation où il est clair qu'elle est consentante, enfin je veux dire voilà, il est clair qu'elle est prête, tu vois, genre elle est en mode vas-y, tu vois, et il est en mode si tu dis pas oui, je m'arrête. Si tu redis pas oui, je m'arrête. Si tu dis pas oui monsieur Nathan, vas-y, je m'arrête. Et ça me dérange. Vraiment, ça me fatigue et il fait ça plusieurs fois. Du coup, vraiment, c'est un truc, en fait, ça devient une arme pour lui et je suis en mode mais... En fait, c'est son moyen de prendre le contrôle sur la situation. Tu vois? Et t'as presque l'impression que même si elle lui dit non, bah il va le faire quand même. Ce qui n'est pas le principe du consentement. Voilà, et autre chose, il y a aussi des fois, notamment pour ceux qui ont lu le livre, je sais pas si vous aurez la rêve, mais alors dans la voiture, moi il y a un truc qui m'a choqué, un truc qu'il fait, et là pour le coup il lui demande pas son avis, hein, il lui demande rien du tout, il le fait, et moi j'étais en mode Enfin genre vraiment, j'étais en mode mais... Qui te dit qu'elle est d'accord pour ça? Qui te dit qu'elle aime ça? C'est pas un acte basique dans des rapports sexuels, en tout cas pas de mon point de vue. Et on n'est pas sur un couple formé depuis 4-5 ans où il peut se permettre d'eux parce qu'il l'a... Non! Il vient de la rencontrer, à peine. Et j'étais en mode... Vraiment, ça m'a dégoûtée. Cette scène, j'étais en mode... En fait... Bref, je vais pas rentrer dans les détails, mais... Voilà. Et vraiment, à partir du moment où ils ont des relations sexuelles... leur rapport au sexe me dérange. En fait, l'intégration du sexe dans leur relation me dérange. Vraiment, ça m'a saoulée. Voilà. Et aussi, ce qui me dérange principalement, c'est pas les scènes en elles-mêmes, parce que si je suis gênée par les scènes de sexe explicite, c'est une chose, mais là vraiment ce qui me dérange, c'est une fois la scène passée, comment lui, dans sa tête, il en parle, comment le rapport qu'il a avec ça vraiment, et pareil pour elle, les deux personnages,
leur rapport me dérange, vraiment. C'est pas que lui, hein, vraiment elle aussi. Les réflexions qu'elle a, je suis en mode mais... Enfin, je sais pas si c'est moi qui suis devenue une vieille conne, mais ça m'a dérangée, vraiment. Donc j'ai arrêté. Ensuite, j'ai lu Wonder Park, le tome 4, mais en début janvier, j'avais lu le tome 3, donc Cyclos de Fabrice Collin. Et en février, j'ai donc lu le tome 4 qui s'appelle Ascaran, je ne sais pas. Bref, je m'étais dit que j'allais pas vous parler du tome 3, puis plus loin en update, vous reparler du tome 4. Donc j'avais gardé le tome 3 de côté pour vous en parler dans un seul et même update. Et en fait, les tomes 1 et 2, j'avais moyennement aimé de la saga. Dans cette saga, on va suivre principalement 3 enfants. On a un frère et une sœur qui ont à peine un an d'écart, il me semble, et une jeune fille. Cette jeune fille vit plus ou moins dans une espèce de parc d'attractions désaffecté qui s'appelle donc Wonder Park. C'est un parc qui n'a jamais ouvert au public, on ne sait pas trop pourquoi. Et les gens qui vivent autour, notamment les jeunes qui vivent autour, sont intrigués par ce parc, ils veulent y rentrer, ils veulent le visiter, ils veulent y aller, mais il est extrêmement barricadé justement pour éviter ces visites là, le parc. Et donc notre jeune fille qui vit plus ou moins dans ce parc va proposer au frère et à la sœur, Zoé et Mervyn, non, le frère et la sœur s'appellent Mervyn et Jen, et Orage, c'est celle qui vit dans le parc. Il me semble qu'elle s'appelle Orage, un truc comme ça. Bref, elle leur propose de faire visiter le parc, ils sont très contents, ils visitent le parc d'attractions, etc., etc. Sauf que il se passe un événement qui n'était pas prévu et qui va les entraîner dans une aventure, dans la visite de mondes parallèles à notre monde à nous, et donc à leur monde à eux. Et donc dans chaque tome, ils découvrent un nouveau monde. Et voilà. Et donc le tome 1, le tome 2, c'est ça, ils découvrent un nouveau monde, et puis en fait, la quête du tome, c'est juste de passer au monde d'après. C'est vraiment juste ça. Et du coup, à la fin du tome 2, j'étais en mode, bon bah si c'est ça dans chaque tome, ça va vite me saouler, je trouve pas ça hyper cool à lire. Et dans le tome 3, on a une espèce de quête secondaire qui se met en place. Donc en gros ici, ils atterrissent dans un nouveau monde. Leur but c'est de passer le monde d'après. En gros, ils cherchent quelque chose à travers ces mondes-là. Et évidemment, ils ne trouveront cette chose que dans le dernier monde. Sinon c'est pas drôle. Donc c'est pour ça qu'ils doivent passer à travers plusieurs mondes à chaque fois. Mais dans ce tome 3, ils vont se rendre compte que le grand méchant, bah, c'est toujours le même, et que il est passé à travers tous les mondes lui aussi, et que peut-être que dans chaque monde, bah, il devrait récupérer quelque chose, il devrait chercher autre chose avant de le quitter. Et on en apprend vraiment beaucoup plus sur la construction des mondes, qui a fait ça, comment, pourquoi, etc. Et dans le tome 4, on en apprend encore plus. Franchement, j'ai beaucoup aimé ici. Donc en fait, dans chacun des tomes, les enfants arrivent dans un nouveau monde et doivent trouver le moyen de quitter le monde dans lequel ils sont. Et il faut d'abord comprendre comment le monde est construit, qu'est-ce qui se passe. Parfois ils atterrissent dans des mondes en guerre, du coup c'est pas très facile de se déplacer d'un point A à un point B. S'ils se font repérer, évidemment, ils vont se faire arrêter, etc., etc. Et au fur et à mesure, notamment dans les tomes 3 et 4, on en apprend plus sur l'existence de ces mondes, comment ils sont construits, comment ils sont agencés les uns par rapport aux autres, pourquoi ils existent, qu'est-ce qui s'est passé. Et on découvre aussi dans le courant du tome 3 que donc du coup le grand méchant a fait quelque chose dans chacun des mondes qu'il faut un peu réparer et un peu casser les mondes. Enfin bref, franchement mon résumé est un petit peu flou, ça part un peu dans tous les sens, mais c'est très compliqué parce qu'il se passe pas non plus énormément de choses dans ces tomes là et j'ai pas envie de tout vous spoiler, mais c'est plein d'aventures. Les tomes 1 et 2 sont un peu lents, la mise en place des mondes et de l'univers et de la quête principale prend un petit peu de temps je trouve, mais une fois que c'est lancé, franchement c'est vachement bien. Et le dernier livre de cette update, c'est un nouveau tome 1, et donc c'est Mamie Polar, tome 1, Ramdam au musée, de Régis Delpech. Franchement, j'ai bien aimé. On n'est pas sur ma saga jeunesse préférée, on va pas se mentir, mais il y a plein de valeurs transmises ici, il y a plein d'éléments qu'on voit rarement, si ce n'est jamais, en jeunesse. Et déjà, le résumé me tentait de ouf. Je trouvais que c'était une thématique ultra importante pour les enfants, et pour les adultes aussi, hein, mais... Bref, et franchement j'ai adoré. En gros on va suivre Mamie Jo, qui garde tous les samedis ses 2 petits enfants, donc Camille et Lucas, ils sont cousins tous les deux, et leurs 3 parents
travaillent le samedi. Il y en a un des deux qui n'a pas de père malheureusement. Bref, donc voilà, leurs 3 parents travaillent le samedi, donc c'est prévu comme ça, toutes les semaines, elle va chez l'un des deux pour garder ses petits-enfants. Et puis ce jour-là, donc quand on démarre le livre, elle arrive sur place et ses petits-enfants, Camille et Lucas, lui disent « Mamie, il faut que tu nous aides, Momo a disparu. » Momo, c'est le SDF qui vit près de l'école. Les enfants sont habitués à le voir, il les aide à traverser, il fait la manche, enfin vraiment les enfants l'aiment bien et c'est pas le genre de SDF méchant, on va dire. Je ne suis pas là pour juger les SDF, mais voilà, il est près d'une école et il a pris l'habitude d'aider les enfants l'aiment bien et ils expliquent même à leur mamie que au début évidemment les parents sont un peu en mode va pas lui parler, évite-le, etc. Ils disent à leurs enfants de pas aller voir ce monsieur bizarre, SDF, etc. etc. Et puis au bout d'un moment, tous les parents ont reconnu qu'il n'y avait aucun problème avec ce SDF, que leurs enfants pouvaient lui parler, l'aider, voilà. Enfin vraiment, c'est comme ça, c'est accepté dans le quartier, sauf que depuis quelques jours, Momo a disparu. Évidemment, les enfants et les parents ont essayé de signaler sa disparition, sauf que on parle d'un adulte, un adulte a le droit de disparaître du jour au lendemain, c'est comme ça, et on parle d'un SDF, et donc en fait la réponse de la police c'est par définition il est sans domicile fixe, donc il a juste dû partir un peu plus loin, c'est comme ça tu vois. Sauf que les enfants sont pas d'accord avec cette version là, ils sont persuadés qu'il lui arrivait quelque chose, et leur mamie, un peu folle, va se laisser embarquer dans cette enquête. Et alors vraiment, on est sur le genre de littérature jeunesse où on aborde un sujet très important, très grave, très sérieux, et pourtant c'est tourné en dérision. Il y a plein d'aventures, il y a plein de choses qui sont faites ici que tu ne ferais pas vraiment dans la vraie vie, et encore moins si t'es une grand-mère de 60, 70 ans, enfin je veux dire, je ne vois pas ma grand-mère faire ça, ni l'une ni l'autre, enfin genre... c'est pas possible, mais c'est très drôle à suivre, j'ai beaucoup aimé, et c'est pas une simple disparition, il y a vraiment toute une histoire derrière, toute une aventure qui est arrivée à ce SDF derrière, il y a plein de rebondissements, de trucs rocambolesques, etc. Franchement j'ai bien aimé. Pardon, je suis en train de m'étouffer et de perdre ma voix. Je disais, je lirai le tome 2, c'est sûr, et le tome 2 c'est Fallait pas toucher à l'école de Mamie Jo, ce qui est très cool, et aussi la particularité un petit peu si on veut de Mamie Jo, c'est que c'est une ancienne directrice d'école, donc en fait sa relation avec les enfants est différente et on parle d'un adulte habitué à écouter et à croire les enfants, ce qui n'est pas le cas de tous les adultes malheureusement, comme les policiers par exemple qui leur disent non mais c'est bon, vous racontez n'importe quoi les gosses, dégagez, tu vois. Elle a pas cette réaction là, déjà parce que ce sont ses petits enfants à elle, et aussi parce que toute sa vie elle a été en contact avec des enfants de cet âge là et que... Bref, franchement j'ai adoré, j'ai trouvé ça très cool. Je l'ai dit, hein, c'est pas ma saga jeunesse préférée, mais franchement, c'était vachement bien. J'en ai fini avec cette update et heureusement parce que ma voix est en train de partir, genre vraiment là j'en ai plus dans 2 minutes. Du coup je vais m'arrêter là pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Comme d'habitude je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit et je vous dis à bientôt.